Bonjour. Bon, il est l'heure, je vous propose, on commence. Justement, avant de commencer, je voulais vous partager une petite anecdote. Il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous étiez déjà ici, mais il y a un salon qui s'est ouvert et je faisais une conférence sur comment l'IA est utilisée aujourd'hui par les RH. Et il y a une des RH qui vient me voir et on commence à discuter et elle me dit on a commencé à mettre en place des choses, mais on n'a pas confiance dans les premières restitutions qu'on a. Et on discute un petit peu et on en vient finalement à la conclusion que le problème, en fait, c'est la donnée qui est utilisée par les modèles d'IA qui fait que finalement, le rendu n'est pas le bon. Et du coup, c'est ce qui m'a inspiré cette intervention aujourd'hui. Du coup, je me présente. Normalement, voilà. Donc, Michael Van de Piet, je suis CPO chez Septeo HR. Je suis de formation psychologue du travail, donc ça a un petit impact aussi sur ma façon de voir les RH et les outils forcément. Et ça fait une vingtaine d'années que j'aide des DRH à optimiser leur processus RH en lien avec des solutions. Donc on parlait d'outils informatiques, maintenant on parle de l'IA. Donc ça fait 20 ans que je travaille avec eux et puis j'organise des conférences comme aujourd'hui, des tables rondes. J'enseigne aussi dans des universités dont la Sorbonne, toutes ces thématiques de l'informatisation des processus RH. Et puis j'aime bien l'IA. Comment va se passer notre intervention aujourd'hui en 4 temps. D'abord, on va comprendre un petit peu pourquoi 2026 est une année de bascule un petit peu pour les RH. Il y a des choses qui changent. On va réfléchir aussi autour d'une illusion, l'illusion de l'outil et de la magie de l'IA. On en a tous un petit peu entendu parler, on a tous un peu vécu même. On va faire un petit retour aussi sur finalement qu'est-ce que le SIRH et qu'est-ce que ça peut nous apporter encore aujourd'hui. Et du coup, on va réfléchir aussi autour d'une IA maîtrisée, parce qu'aujourd'hui, si on ne maîtrise pas l'IA, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, c'est 4 thématiques qu'on va aborder aujourd'hui. Et si je commence par la première, donc on est sur un point de bascule aujourd'hui en termes d'IA. Est-ce que, donc j'ai une petite question pour vous, aujourd'hui, qui parmi vous est sûr à 100% de sa donnée RH? Alors je ne sais pas si vous êtes des DRH ou autres, mais est-ce que vous êtes sûr, alors levez la main, est-ce que vous êtes sûr à 100% de votre donnée RH dans vos outils? Est-ce que vous sortez facilement des stats quand votre DRH vous dit je veux savoir exactement ça? Est-ce que pour vous c'est facile de sortir la statistique? Bon, il n'y a pas de main levée. Une main levée, merci, vous êtes courageuse madame. Mais du coup, c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est les RH, de se dire j'ai beaucoup de données, mais comment finalement je l'utilise au mieux? Et ça, c'est une vraie question. En fait, en 2026, on a toujours, ça fait 20 ans que je fais des salons, et pendant 10 ans, on a beaucoup entendu parler du big data. Donc, on a beaucoup de données en RH, on a énormément de données en RH, mais forcément, elle n'est pas forcément utilisée de la meilleure manière. Et là, en 2026, en fait, cette idée de mieux utiliser ma data, elle commence à prendre beaucoup de sens pour 3 grandes raisons. La première, c'est une raison qui est liée au cadre réglementaire. Donc, vous le savez, en RH, on est très souvent sollicité pour produire un certain nombre de statistiques, bien évidemment. Et puis, on a des enjeux légaux qui nous taraudent, le RGPD bien évidemment, l'indicateur égalité homme-femme, l'IA Act, la transparence salariale. Donc on a quelques sujets, la réforme des entretiens professionnels, on a quelques sujets quand même qui nous font nous poser la question sur comment on doit travailler notre donnée. Et ça finalement c'est plutôt une chance parce que c'est des contraintes mais qui nous obligent à nous poser les bonnes questions. Donc ça, c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, le RH, il doit justifier ses décisions aussi d'un point de vue légal, mais par rapport à sa direction, bien évidemment. Et puis, il doit être aussi cohérent avec les attentes des collaborateurs. Donc on le sait aussi de plus en plus, les collaborateurs sont habitués à accéder à de la donnée, à accéder à de l'IA. Donc ils vont être aussi de plus en plus exigeants par rapport aux réponses que les RH vont leur apporter. Donc c'est vraiment indispensable aujourd'hui d'avoir des outils qui nous permettent d'accéder en temps réel à l'application et surtout qu'elle nous permette d'être le plus juste possible. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette IA jusqu'à présent, cette donnée, on avait un petit peu du mal à l'exploiter aussi. Si vous aviez la chance d'avoir un analyste dans votre équipe RH, c'était facile pour vous de sortir des données. Si vous deviez le faire sous Excel, c'était parfois un peu compliqué. Si vous aviez un SIRH, souvent ça vous permettait de sortir la donnée de façon un petit peu plus simple. Mais ça reste quand même quelque chose que les RH ont du mal à produire. Donc si les indicateurs ne changent pas, on travaille beaucoup dessus et on arrive à les produire automatiquement. Par contre, si les indicateurs
où les questions sont nouvelles. Voilà, un nouveau DG arrive, un nouveau DRH arrive et vous pose des questions. Là, parfois, c'était un petit peu plus difficile de répondre précisément à ces questions. Et c'est là que l'IA arrive. Et l'IA, c'est quelque chose qu'elle sait très bien faire, analyser de la donnée. Donc ça, c'est simple. Vous lui donnez plein de données et elle sait l'analyser, elle sait produire des choses. Donc on va passer d'une IA, justement, où on va dire analyser un petit peu, regarder, à une IA qui va nous conduire, qui va nous apporter à décider beaucoup plus facilement. Et surtout aussi nous permettre de décider en temps réel. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu difficile. On avait des reportings plutôt trimestriels. En gros, je sortais mes indicateurs de temps en temps, mais le reste du temps, je ne les regardais pas forcément. Là, l'intérêt de l'IA, c'est qu'elle peut aussi nous pousser de la donnée et nous dire attention, j'identifie un signal faible et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant. On n'est plus dépendant de la donnée, de ce qu'on fait. L'IA va nous aider à anticiper et analyser encore mieux la donnée pour être dynamique en temps réel. Donc, on commence vraiment à avoir des outils qui sont intéressants et qui nous permettent de vraiment travailler sur la donnée. Et donc ça, c'est plutôt maintenant qu'on commence à le mettre en œuvre. Par rapport à ça, on a quand même une illusion aussi autour de l'IA. C'est un petit côté magique, l'IA. On l'a tous utilisé, on l'a tous prompté dans ChatGPT, on a tous eu des résultats qui sont assez bluffants. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais alors bien sûr, ça va nous permettre aussi de gagner du temps. On se rend compte que pour faire un compte-rendu de réunion ou pour préparer quelque chose, ça va nous faire gagner du temps. Mais en réalité, si on ne fait que associer des petits outils les uns à côté des autres qui font de l'IA, alors oui, sur chaque petit bout, on va gagner du temps, mais au global, là, forcément, on ne va pas en gagner parce que les outils ne se parlent pas forcément et du coup, ça va être un peu moins intéressant. Donc, on a l'impression que grâce à l'IA, on peut gagner un petit peu de temps. Et encore, ce n'est pas toujours évident parce que vous avez peut-être pu constater que ça prend du temps de monter en compétence sur l'IA. On ne devient pas tous un expert en IA et on ne sait pas tous utiliser l'IA comme il faut du jour au lendemain. Donc ça nécessite quand même un peu un investissement. Donc on peut avoir l'impression que si on utilise plein de petits outils les uns à côté des autres, on va gagner du temps. Mais au final, on va se rendre compte que s'il n'y a pas une globalité, ça va être compliqué d'utiliser cette donnée. On a un baromètre, donc nous ça fait déjà un petit moment qu'on l'utilise, donc on commence à avoir un petit peu de données. On interviewe en général plus d'une centaine de RH, donc c'est assez intéressant. Plutôt des RH en plus qui ont assez d'expérience. Notre panel c'est plutôt des gens qui ont entre 10 et 15 ans d'expérience en RH, donc c'est plutôt intéressant. À la fin je vous ferai apparaître un petit QR code où vous pourrez télécharger aussi le compte rendu de ce baromètre, il est assez intéressant. Mais quand on demande au RH du coup comment ils se positionnent par rapport à l'IA, 75% des RH nous disent l'IA en effet ça va changer mon travail mais c'est plutôt un outil complémentaire. Okay, et moi en tant que psychologue du travail je suis assez content, je suis assez d'accord avec cette vision-là. Pour moi l'IA ne doit pas remplacer les RH, elle doit les aider à être optimisées, à mieux travailler. D'accord, on va en reparler. 60% aussi disent on a un niveau de digitalisation qui est seulement intermédiaire, donc on a encore une marge de progression par rapport à tous ces outils-là. On commence seulement. Et il n'y en a que 20% qui nous disent oui, aujourd'hui on a un outil centralisé et automatisé à 100%. Et même ces clients-là, j'ai envie d'aller discuter avec eux parce qu'aujourd'hui, tous les modèles de LLM qu'on utilise dans nos outils, ils continuent à apprendre, ils continuent à évoluer. Donc je pense que vous avez peut-être fait tout cet exercice. Quand vous demandez à 2 jours d'intervalle, vous posez une question à ChatGPT, la réponse ne sera pas toujours la même. Donc dans nos outils RH, si on demande à notre outil un jour quel est le taux de turnover et que le lendemain il nous sort un autre chiffre, ça va être un petit peu compliqué quand même. Donc du coup, non seulement on est sur des outils qui sont intéressants, qui reposent sur une donnée dont on n'est pas toujours très sûr, mais qui en plus évoluent eux-mêmes. Donc c'est vrai que ça nous laisse un petit peu nous poser des questions sur finalement comment on va pouvoir utiliser le mieux possible cette IA. En général, ça progresse quand même, bien évidemment. L'IA progresse plus vite que la maturité de la data. On l'a dit, vous avez de l'habitude, j'imagine, dans votre quotidien d'utiliser des outils d'IA, sans forcément d'ailleurs que ce soit des outils mis à disposition par votre entreprise. Ça, on le voit souvent aussi dans le baromètre. On dit les outils d'IA que vous utilisez, est-ce que c'est des outils qui sont estampillés ou validés par votre entreprise ou est-ce que c'est un ChatGPT perso? Il y en a beaucoup qui nous disent non, c'est un ChatGPT à côté. Donc en tant que RH, en plus, vous êtes un peu les garants de ce qu'on fait de cette IA. On va en parler un petit peu après. Et c'est hyper important que vous compreniez aussi tous les enjeux, où est-ce que vous mettez de la donnée, à quoi elle sert, etc.
Et du coup, on peut se faire ce petit test. À votre avis, vous, dans votre quotidien, est-ce que vous utilisez déjà plusieurs outils d'IA ou est-ce que vous avez un seul outil d'IA? Ceux qui ont plusieurs outils, levez la main. Voilà, c'est plutôt une grande majorité. On l'utilise tous, moi aussi j'en utilise plusieurs. Et c'est un peu la logique puisque aujourd'hui on n'a pas d'outils qui sont vraiment, on va dire, tous finalisés, tous propres, etc. Donc on cherche aussi nos modèles et on va en parler un petit peu après. Il faut qu'on trouve des façons pour l'organisation de mieux travailler autour de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui sont des micro-fonctionnalités. Pour le recrutement, on va faire du sourcing, du parsing. On va avoir des outils qui vont nous faire des comptes rendus. On va avoir des outils qui vont nous faire, je ne sais pas, plein de choses. Mais du coup, il n'y a pas forcément de cohérence entre l'ensemble des outils. Et c'est ce qui peut être un petit peu dangereux aussi dans la construction d'une stratégie IA au sein d'une organisation. Et du coup, ça nous ramène à une interrogation. En fait, une IA branchée sur une donnée imparfaite produit une décision imparfaite. Pendant des années, on a entendu ça un petit peu aussi pour les SIRH. Si on dit garbage in, garbage out, si je donne des mauvaises données à mon outil, forcément, ce qui va en sortir va être mauvais aussi. Et ça, forcément, c'est exactement la même chose avec l'IA. Si vos modèles ne sont pas entraînés sur de la bonne donnée, si vous n'êtes pas sûr aussi de la donnée que vous avez dans votre outil, forcément, les restitutions qu'on va en faire vont être partielles et pas forcément très justes. Et c'est dommage, parce qu'on voit que l'outil, l'IA, est là pour nous aider, est là pour le faire, mais si justement elle n'est pas propre en amont, forcément, ça va être très compliqué derrière. Et du coup, il y a quelque chose qui est forcément au cœur, c'est des risques et aussi des peurs liées à l'utilisation de cette donnée. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'article qu'a écrit le patron d'Anthropic il y a 1 ou 2 mois. C'est un article qui disait, alors Anthropic c'est le papa de Claude, et il commençait à expliquer que demain, en fait, tu n'aurais plus besoin de logiciels. Donc, plus besoin de logiciels, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on aura des agents qui feront le travail à la place des logiciels. Donc là où aujourd'hui, on a un comptable qui va vérifier ou saisir un certain nombre d'entrées dans le logiciel de compta. Et demain, on va scanner la facture et puis ça va créer automatiquement une ligne dans l'outil de compta, dans l'IA de compta. Et du coup, on n'aura même plus besoin d'un outil. Même moi, j'ai mes vieux réflexes qui ressortent. Donc, on ne parle plus d'outils, on ne parle plus de fonctionnalités. Mais en gros, ça serait des agents qui feraient le travail à la place d'eux. Et du coup, on n'aurait plus besoin de logiciels. Donc bien évidemment, nous en tant qu'éditeur logiciel, on doit réfléchir à ça, à cette transformation, au fait qu'on ne travaille plus avec des fonctionnalités, mais on travaille avec des facilitateurs qui nous aident à faire des choses. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu dans cette vision de ce monsieur, alors qui a raison de vendre sa solution, c'est normal, mais moi, ce qui me gêne en tant que RH et psychologue du travail, c'est que c'est à nous, RH aussi, de définir quel métier on veut, qu'est-ce qu'on veut faire de notre métier de demain. Et me dire que je vais être remplacé demain par un agent, moi ça ne me plaît pas trop. On n'en est pas encore là, mais c'est un peu ce qu'il nous vend ce monsieur. Et il nous dit aujourd'hui, du coup, mon IA, demain, elle remplacera des outils métiers. Mais la première chose sur laquelle il ne peut pas travailler, alors aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que si vous lui donnez des CV, il va savoir vous dire, je donne 10 CV, je donne mon offre d'emploi, il va savoir très facilement vous dire, le meilleur des CV par rapport aux critères que tu m'as donné, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Et je peux te l'expliquer pourquoi. Ok. Si je lui donne 10 entretiens, il peut me faire une synthèse des entretiens aussi. Mais ça pose une question quand même de la donnée personnelle qu'on met dans ces outils. Le candidat, en général, il a coché la petite case RGPD qui dit qu'on a le droit d'utiliser ces données. Mais bon, en général, c'est pour nos outils à nous, mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et puis la donnée de nos collaborateurs aussi, tout ce qui est dans les entretiens, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée, comment on l'organise, comment on la structure. Et donc, ça pose des vraies questions, un petit peu de déontologie aussi associée à ça. Donc, la donnée, c'est un vrai risque. Je digresse un peu de la donnée, mais pour moi, c'est un vrai enjeu aussi de se dire quelle image et quel métier on veut créer demain. Et une RH où finalement, il n'y a plus personne, ce n'est pas la RH que j'imagine. On peut imaginer un DG, si on lui dit on va diviser par 2 toutes tes fonctions support et le coût de toutes tes fonctions support, ça peut le faire réfléchir. Mais d'humain, ça veut dire plus de comptable, plus de RH, plus de certains métiers non plus. Et vous, en tant que RH aussi, c'est votre métier de veiller à ça, de se dire finalement comment on organise nos métiers demain
pour que l'organisation continue à travailler avec les bons outils, parce que l'IA est un bon outil, mais à nous de décider finalement ce qu'on va en faire de cette IA. Donc ça, c'est une vraie réflexion, donc bien sûr sur la donnée, mais aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire de nos métiers demain. Et du coup, ce qui est vraiment important derrière pour ça, c'est de se donner aussi des cadres qui nous permettent de bien réfléchir et de bien travailler à comment on veut utiliser notre donnée. Okay ? Et du coup, quand on demande à nos clients, à votre avis, c'est quoi les craintes associées au travail de l'IA ? En général, ils le savent et ils nous répondent, ils nous le disent. Moi, la première crainte, ça va être la confidentialité des données. On en a parlé juste avant. Qu'est-ce que je fais de la donnée qui est dans mes outils ? Alors, je vous donne un exemple qui date un petit peu, mais que j'aime bien. C'était un peu au début de ChatGPT. Il y a une réunion qui se fait au sommet chez Samsung et les dirigeants de Samsung réfléchissent à la stratégie pour contrer Apple. Donc la réunion se passe et on demande à un stagiaire de faire le compte-rendu et le stagiaire hyper moderne se dit je vais le faire avec ChatGPT. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les garde-fous, les contraintes qu'on connaît et du coup, du jour au lendemain, toute la stratégie de Samsung était sur ChatGPT. Donc selon comment on interrogeait, on pouvait la récupérer. Bon, ça date un petit peu, maintenant on est beaucoup plus sensibilisé à ce qu'on met dans les solutions. Mais vous, en tant que RH, un de vos challenges, c'est de vous assurer que vos collaborateurs aussi font attention à ce qu'ils utilisent avec l'IA. On va en parler juste après de la gouvernance de cette IA, mais un des rôles des RH, c'est quand même de veiller à ça et qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas les seuls, mais c'est quand même hyper important qu'on ne mette pas des données sensibles, des données de compta, des données de finance, des données commerciales dans des outils d'IA, c'est hyper important. Et pour ça, il faut que vous compreniez finalement comment c'est utilisé et ce qu'on fait de vos données. Il y a un autre élément aussi qui est une crainte qui est majeure dans nos métiers, c'est la perte de contrôle. Là, on a un peu de chance, l'IACT nous aide un petit peu sur le sujet. Il nous dit, normalement, vous ne devez pas avoir une IA qui prend une décision humaine à votre place. Donc si je reprends mon système de parsing de CV, oui, forcément, l'IA va me dire les 10 meilleurs CV ou les 3 meilleurs CV, c'est ceux-là. Ça sera quand même toujours à vous, et heureusement selon moi, ça sera à vous de dire « Ok, oui, je suis d'accord, c'est celui-là que je prends » ou « Non, c'est pas celui-là que je prends ». Et j'encourage même les gens qui font du parsing à regarder aussi et à prompter leur outil pour dire « Mets-moi les 3 meilleurs, mais mets-moi aussi les 3 pires ou les 3 qui sont les plus différents de l'offre ». Parce qu'on sait qu'on a de plus en plus de talents un petit peu hybrides, de personnes qui ont des CV qui sont un peu atypiques. Et du coup, le risque, c'est que l'IA les exclut et qu'on perde des talents qui pourraient être intéressants dans nos métiers. Donc forcément, si vous recevez beaucoup de CV, ce n'est pas forcément pertinent. Mais pour certaines offres, c'est hyper intéressant d'avoir cette vision-là et de bien prompter la solution. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment important, et encore une fois, l'IA nous aide normalement à ne pas être remplacé par la machine, mais clairement, on ne doit pas perdre ce contrôle. Ça me rappelle aussi quelque chose justement en lien avec l'IACT où on commençait à voir déjà sur le recrutement. Alors le recrutement, je donne beaucoup d'exemples dans le recrutement parce que forcément c'est là où on a commencé à travailler beaucoup parce que ça fait des années qu'on fait des choses avec de l'IA sur le recrutement. Il y a même 10-15 ans en arrière, c'était L'Oréal qui avait fait la DRH virtuelle. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ça. En Russie, L'Oréal Russie avait fait une DRH virtuelle. Et du coup, les collabs passaient des entretiens avec une DRH virtuelle. Bon, autant vous dire que ça n'a pas marché. Et je pense que c'était il y a 10 ans. Si on le fait maintenant, ça ne marchera pas bien mieux non plus. Et par contre, ce qui commençait à arriver, c'était des logiciels qui permettaient en fait de filmer les entretiens de recrutement et de baser une analyse sur la gestuelle et les émotions ressenties du candidat. Donc à ça, l'IACT a dit, en fait non, vous ne pouvez pas faire ça. Les travaux aujourd'hui en analyse de l'émotion via vidéo ne sont pas suffisamment poussés pour le faire. Et j'aurais envie de dire, heureusement. Donc c'est à nous encore RH de choisir finalement les cas d'usage qu'on veut mettre en place et choisir les solutions qui nous permettent d'être le plus efficace possible. Encore une fois, l'IA c'est juste un outil supplémentaire, il ne faut pas qu'il nous remplace, il est là juste pour nous aider à travailler plus vite et mieux. Donc pas de perte de contrôle. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, une grosse crainte pour les entreprises, et ça je le vois vraiment chez quasiment toutes les entreprises, c'est le manque de gouvernance. Alors là aussi, je peux faire un petit sondage. Qui aujourd'hui dans son entreprise a une gouvernance mise en place sur la gestion de l'IA? À main levée. Pas beaucoup, un monsieur courageux, 2, voilà. Je pense que c'est hyper important de se dire il est capital qu'on ait au sein de l'organisation des gens qui réfléchissent à comment on utilise l'IA et qu'est-ce qu'on veut en faire. Parce qu'il faut
Enfin, le pire, c'est quand on est dans une entreprise et qu'on nous dit « il faut que je mette de l'IA ». Voilà, si je mets de l'IA pour mettre de l'IA, ça ne fonctionnera pas. Il faut toujours ramener au cas d'usage et à se dire à quoi ça doit servir. Alors le problème, c'est que souvent, on ne sait pas à quoi l'IA peut nous servir. Mais en général, on doit partir du cas d'usage en disant quel est mon problème, sur quoi je veux gagner du temps. Et c'est là qu'on va choisir l'IA qui va nous permettre de bien travailler. Okay, et du coup, les entreprises où ça fonctionne le mieux, c'est en général quand ils ont mis en place des organisations un peu tripartites, souvent gérées, je vais dire, pas managées, par un nouveau poste qui s'appelle le Head of AI. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On en trouve de plus en plus des offres. À une époque, c'était les DPO avec le RGPD. Maintenant, c'est les Head of AI avec l'IA. Mais c'est quelqu'un finalement qui est ni RH, ni informatique, ni qui est un peu qui prend en compte les besoins et les envies de tout le monde et qui construit une stratégie liée à l'IA dans l'organisation. Et ça, c'est un vrai rôle hyper important pour construire une IA qui soit à la fois maîtrisée et qui soit bien dirigée. Donc ça, c'est vraiment un conseil aussi que je peux vous donner. Gardez à l'esprit que si vous voulez avoir une IA qui fonctionne, une organisation conduite autour de l'IA qui fonctionne, c'est hyper important d'avoir une bonne gouvernance à l'intérieur. Et du coup, en plus, on sait finalement comment on peut contrôler et s'assurer que l'IA est efficace chez nous. D'abord, il nous faut forcément une IA qui soit traçable. Ça, c'est indispensable. Il faut que vous sachiez tout ce qui a été fait par l'IA. D'accord ? Parce qu'il va y avoir des vraies questions juridiques à un moment donné. J'ai édité un contrat de travail, il y avait des erreurs dedans, le collaborateur l'a signé, l'organisation l'a signé. Qui est responsable de ce qui s'est passé? J'ai un prud'homme derrière, le collaborateur s'en va. Si le contrat de travail a des erreurs, il y a une chance sur deux que ça soit reproché une chance sur une, que ça soit reproché à l'employeur. Mais du coup, l'employeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour lui, c'est pour l'éditeur, c'est pour le collaborateur qui a utilisé l'IA, c'est pour le collaborateur qui n'a pas relu ce qu'avait fait l'IA. Donc il y a des vraies questions aujourd'hui liées à ça. Le RGPD avait commencé à nous les poser. L'IA va forcément les accélérer. Et donc, tout ce que vous faites avec l'IA, il faut forcément que vous puissiez le tracer. La gouvernance, j'en ai parlé, c'est vraiment indispensable d'avoir des personnes qui justement construisent cette logique avec ça. On a de plus en plus d'entreprises qui font des chartes IA. Donc, on avait les chartes informatiques. Maintenant, on a les chartes IA. Souvent, les chartes informatiques sont avec les chartes IA. Mais si c'est que les informaticiens qui l'ont fait, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus importants que l'utilisation de l'outil informatique. Ok, j'ai utilisé à titre personnel mon ordinateur pendant un temps pro. Ok, il y a un danger, j'aurais pu avoir du phishing, j'aurais pu avoir des choses. Mais là, l'utilisation de l'IA et la fuite de données aussi liée à l'IA a vraiment énormément de sens. Donc, c'est indispensable de pouvoir travailler avec cette gouvernance et que ça ne soit pas écrit que par des juristes, ni par que des informaticiens, ni par que des RH, mais que ce soit bien co-construit entre toutes les personnes qui ont en tête tous les tenants et les aboutissants de l'IA. Okay, parfois, on me dit aussi « ouais, mais moi, je suis RH, je ne connais rien à l'IA ». Oui, alors ça arrive, mais déjà, il faut que vous vous y mettiez parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et puis, en effet, vous n'êtes pas là pour choisir l'outil, mais vous êtes là pour décrire vos besoins et que du coup, le service informatique trouve le meilleur outil ou apporte la meilleure solution en termes d'IA qui va permettre de répondre à vos problématiques. Okay, donc aujourd'hui, une gouvernance efficace, si on veut mettre en place de l'IA dans une organisation, c'est forcément une organisation pluripartite et idéalement managée par quelqu'un qui lui s'y connaît en IA et qui va challenger, choisir les modèles et aider les équipes à travailler ensemble. Il faut aussi forcément avoir la capacité à auditer facilement ça. Souvent, on parle d'explicabilité aussi. Au-delà de tracer les actions qui ont été faites, il faut qu'on puisse comprendre pourquoi ça a été fait comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et qu'on puisse expliquer à chaque fois les choses. De plus en plus, on va être soumis à des cas. Pendant mon entretien annuel, selon les entretiens annuels, il y a une analyse qui a été faite et qui a dit que dans tel service, il y avait une perte de confiance des managers, du management. Ok, pourquoi? Sur quoi tu te bases pour le dire? Quels sont les éléments, les verbatim qui te permettent de le dire? Est-ce que c'est le taux d'absentéisme qui me permet de le dire? Donc il faut avoir toujours des rapports détaillés de finalement qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu nous proposes, tu nous dis ces éléments-là. Donc auditer la donnée, auditer les réponses qui nous sont apportées par l'IA, c'est vraiment indispensable pour l'utiliser correctement. Et puis centraliser, on l'a dit,
mais je vais le redire, utiliser des outils qui font de l'IA chacun dans leur coin, ça sera beaucoup moins efficace que si on arrive à avoir un modèle global qui centralise l'ensemble de la donnée. Parce que l'ensemble de la donnée, forcément, c'est plus facile aussi d'avoir une IA qui travaille dessus et qui fait les liens entre différents éléments et qui nous permet derrière de tracer, d'expliquer et de gouverner. Donc ça, c'est indispensable. Et du coup, ça nous renvoie à cette fragmentation versus architecture. L'idée, en fait, c'est vraiment pas d'empiler les fonctionnalités d'IA, mais bien de construire une architecture globale qui nous permette justement d'avoir accès à l'ensemble des informations. Et aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans les couloirs. Hein. Souvent, on va vous dire voilà, moi j'ai une super solution pour faire de l'IA sur le recrutement ou sur la formation ou sur la mobilité. Mais finalement, mis les unes à côté des autres, ça peut vous donner l'impression qu'on va gagner du temps sur un sujet, mais il faut essayer de réfléchir de façon beaucoup plus globale pour avoir une vision globale et continue en fait de l'ensemble de la donnée. Et du coup, forcément, le SIRH, il reprend un petit peu de sens. Alors, je vais peut-être dire un gros mot, peut-être que vous connaissez, peut-être que certains ne connaissent pas. On parle de RAG. Aujourd'hui, c'est comment je stocke de la donnée et je l'organise, donc pour de l'IA. Mais le SIRH, en fait, c'est déjà un gros RAG. Ça nous permet de stocker énormément de données et en général, en plus, elle est plutôt très bien organisée. On sait comment elle est structurée et ça, c'est un vrai atout pour l'IA. Aujourd'hui, vous pouvez donner beaucoup de données à l'IA, mais si ce n'est pas bien organisé, les réponses qu'elle va vous apporter seront moins bonnes que si tout est bien organisé et qu'elle sait exactement à quoi correspondent les choses. Donc c'est la même logique, si je me dis que je prends plusieurs outils les uns à côté des autres, en effet, l'IA a cette capacité à aller dire « je prends la donnée ici, je prends la donnée ici, je prends la donnée ici » et je peux en faire quelque chose. Mais je prends un exemple simple, matricule, qui est quand même une clé d'entrée indispensable dans un SIRH. S'il n'est pas organisé, structuré et identifié de la même manière dans les trois outils, l'IA ne va pas forcément le comprendre aussi facilement que si c'est bien identifié dans chacun des outils. Et autant vous dire que rien que le matricule, parfois c'est compliqué. Alors si je prends d'autres données, ça va être encore très compliqué. Donc un bon moyen forcément de travailler cette donnée, c'est de l'avoir regroupée et de l'avoir déjà organisée à un même endroit. Et pour ça, forcément, j'ai pas appuyé, pardon. Le SIRH, il a une infrastructure de la data qui permet d'aller travailler là-dessus. Donc, alors je ne vais pas relire, mais bien sûr, ça nous permet de sécuriser la conformité, parce que toute la donnée, elle est déjà basée sur des éléments qu'on a travaillés dans le cadre du RGPD. Donc, du coup, je sais protéger ma donnée, elle ne va pas n'importe où. Donc, si j'utilise une IA derrière qui se base sur ce que je fais dans un SIRH, forcément, elle sera beaucoup moins attaquable que dans un autre type d'outil. On parlait aussi un peu tout à l'heure de l'expérience collaborateur. Les collaborateurs sont de plus en plus exigeants aussi avec les RH. Je pense que ça donnerait l'envie à personne de demander à un collaborateur de poser ses congés sur un outil papier, une feuille de papier. Bon, voilà. Nos nouveaux collaborateurs, ils ont aussi l'habitude d'utiliser des outils, des LLM, donc forcément, ils s'attendent à retrouver des choses comme ça. Et une complexité, une vraie gageure aussi pour les RH, c'est d'apporter finalement des outils qui soient aussi simples à utiliser pour leurs collaborateurs que ce qu'ils utilisent au quotidien. Et si on multiplie les outils, forcément le risque c'est de ne pas retrouver cette fluidité. Et d'ailleurs c'est un paradoxe, mais plus on rend une application et un SIRH simple, plus c'est difficile pour l'éditeur. En fait, plus c'est simple visuellement, plus c'est compliqué pour l'éditeur. Et ça, c'est lié aussi à la richesse de la donnée qu'on va structurer, organiser, etc. Donc on a tous l'habitude de voir ChatGPT comme étant quelque chose d'un peu magique. On lui pose une question et on arrive à trouver une réponse qui est plutôt plus ou moins bonne aussi assez rapidement. Là, le SIRH, quand il stocke tout, ce sera plus facile aussi pour lui derrière d'apporter la bonne solution. Piloter et anticiper, je sais pas, je pense que vous avez entendu parler d'une petite réforme qui arrive aussi et qui s'appelle la transparence salariale. Donc je me suis amusé à faire le tour un petit peu. Alors déjà en janvier, autant vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui en parlait. Bon, là a priori pas trop non plus. Quand on en parle aux payeurs, les payeurs ils disent non, il y a l'explicabilité. Donc moi j'ai pas l'explicabilité, donc c'est au SIRH de le faire.
Et puis le SIRH, il dit moi, j'ai pas les données de paye, donc je peux pas le faire. Bon, si un vrai SIRH, en fait, il va récupérer la donnée de paye et il va fournir des tableaux qui permettent justement de travailler sur l'explicabilité. Mais pour pouvoir travailler sur l'explicabilité, il faut avoir la donnée. Donc typiquement, si en effet j'ai un collaborateur qui est mieux payé, il faut que je sache me poser la question de pourquoi. Et pourquoi, ça peut être pour plein de choses. Ça va être son ancienneté, ça va être ses compétences, ça va être son expérience, ça va être ses objectifs, ça va être tout un tas de choses. Mais pour que je puisse répondre à cette obligation légale, il faut forcément que j'ai de la donnée pour pouvoir expliquer cet écart. Donc c'est hyper important d'avoir la donnée et l'IA finalement elle va nous aider à travailler vite, à sortir les calculs, on va les avoir assez vite. Par contre, pourquoi je l'explique, comment je l'explique, l'IA peut m'aider, mais il faut que j'ai la donnée pour le faire, il faut qu'elle soit structurée et qu'elle soit au même endroit. Donc ça nous renvoie aussi à la gestion des compétences. J'ai un client qui arrive et qui me dit aussi j'ai allégé l'opérationnel. Donc oui, dans les faits, à terme, l'IA doit nous aider à alléger l'opérationnel. Mais j'ai un prospect comme ça qui vient voir et qui me dit voilà, j'aimerais mettre de l'IA pour mes compétences. Ok, super, on va en parler, on peut faire plein de choses. Et finalement, en réfléchissant, on fait tourner un peu les outils qu'on met à leur disposition et ils se rendent compte que ça ne correspond pas non plus à ce qu'ils veulent parce qu'ils avaient 3 référentiels de compétences différents avec différentes fiches de poste qui n'étaient pas forcément suffisamment homogénéisées. Donc l'intérêt, c'est déjà de se dire on va repartir de la base et on va retravailler finalement sur les fondamentaux, sur vos référentiels, sur vos fiches de poste et sur tous ces éléments-là. Et une fois que ça sera bien organisé et bien structuré, derrière on pourra mettre de l'IA pour analyser la donnée et pour travailler dessus. Mais c'est vraiment indispensable de se dire que je ne mets pas de l'IA pour mettre de l'IA, je mets de l'IA pour m'apporter une solution et l'outil que j'ai choisi d'IA doit se baser sur de la donnée qui soit la plus propre possible et la plus claire possible. Et du coup, en lien avec ça, l'IA, forcément, comme je disais, elle est utile parce qu'elle utilise une donnée maîtrisée. Et si je vous montre un exemple un peu plus concret, hop. Voilà. Alors c'est un peu petit, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, on a intégré les référentiels de compétences et les fiches de poste de notre client. Et en fait, aujourd'hui, ce qui rend finalement, alors la GPEC, quand je dis GPEC, il y en a qui me regardent avec des gros yeux, c'est un gros mot, etc. On va parler de gestion des compétences, mais en effet, aujourd'hui, ce qui fait que la gestion des compétences n'a pas été suffisamment efficace dans les organisations en France, c'est parce que c'est un peu vécu comme une usine à gaz. C'est un peu un serpent de mer, on ne sait pas quoi en faire de cette compétence, on ne sait pas les mettre à jour, c'est compliqué, etc. Là, l'idée, c'est qu'on peut venir prendre nos fiches de poste et demander à l'IA, ok, dis-moi ce que tu en penses, comment tu pourrais l'optimiser ou pas. Voire même, on peut la prompter, parce qu'il n'y a rien de pire que de dire, vas-y, compare dans mon secteur d'activité, avec telle ou telle contrainte, avec tel ou tel métier. Donc là, dans notre cas, on a intégré directement un outil qui permet d'aller prompter l'IA et d'aller comparer les fiches de poste, d'aller voir les créer directement. Et ça, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, la RH, finalement, c'est un chef d'orchestre de ça. Mais la RH, elle ne connaît pas toutes les compétences dont une entreprise a besoin. C'est les managers qui doivent savoir faire ça. Mais jusqu'à présent, c'était un petit peu fastidieux pour un manager de se dire « Ah là, il faut que je me replonge dans la fiche de poste, c'est quoi les compétences, je ne sais même pas ce que c'est une compétence, comment je peux travailler avec ça ». Là, en fait, en intégrant ça, ça devient presque ludique. Et finalement, c'est presque le manager qui peut, comme il le ferait avec ChatGPT, aller se poser la question de dire c'est quoi mon métier de demain ? Comment il va évoluer ? C'est quoi les compétences dont je vais avoir besoin ? C'est quoi les compétences qui vont disparaître ? Donc là, du coup, on est dans une démarche qui est un peu plus différente. L'ARH est là pour garantir la cohérence globale des éléments, mais finalement, on redonne au manager la possibilité de réfléchir avec les outils qu'il connaît, style ChatGPT, directement depuis la solution, et du coup, identifier des compétences qui pourraient manquer, identifier des compétences clés qui pourraient manquer, etc., etc. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que là, on est vraiment sur de la donnée de base. Okay ? Les fiches de poste, les fiches fonctions, les compétences requises, les référentiels de compétences, si ça c'est correctement utilisé, si c'est correctement utilisé par vos managers, derrière, en fait, toute votre politique RH peut en découler proprement. Si j'identifie des compétences qui me manquent, donc en général j'ai des compétences définies dans mes fiches emploi, j'ai évalué mes collaborateurs, après je vais avoir des jeux qui vont me dire où sont les compétences qui manquent, okay ? Où est-ce que j'ai des écarts ?
Et du coup, ces écarts, le but du jeu, c'est quoi? C'est de former les gens, si c'est possible, si l'écart peut être réduit, ou ça peut être aussi de recruter. Si du coup, il me manque vraiment des compétences clés, là, du coup, on va faire le lien avec les modules recrutement et on va aller chercher les compétences à l'extérieur qui nous manquent. Si on est sur de la formation, l'IA va nous aider aussi à faire le pont entre compétences requises et formations que je peux trouver. Okay. Et du coup, ça me permet de travailler aussi sur la mobilité de mes collaborateurs. Et si je vais encore un peu plus loin, travailler sur l'explicabilité des écarts de salaire. Et du coup, le législateur, typiquement, sur la partie compétences, ça fait des années qu'il nous incite à travailler dessus aussi. Donc, un exemple concret d'une IA qui nous aide à mieux travailler parce qu'on a mieux travaillé notre base, nos données, c'est typiquement ça. J'ai des bonnes fiches de poste qui sont régulièrement mises à jour, j'ai les bonnes compétences qu'il me faut dans mon organisation parce que j'ai bien su le prompter. Donc ça aussi, vous devez devenir des experts du prompt. C'est quelque chose sur lequel on va vous aider, mais c'est hyper important. Et du coup, derrière, ça me permet de construire ma politique RH en lien avec les compétences qui me manquent vraiment. Donc ça, c'est un exemple d'un outil qui rend service et qui répond surtout à un enjeu RH qu'on aura défini et qui travaille sur la structuration de ma donnée. Du coup, on l'a dit, une IA maîtrisée, explicable et gouvernable, c'est la clé de la confiance. Ce qui est vraiment important, et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion qu'on me demande mon avis sur ce sujet, l'IA, ça ne doit pas nous remplacer. L'IA, c'est au service des RH et jamais à leur place. Mais ça, c'est un peu à vous, RH, de l'expliquer, de le marteler à vos dirigeants, de prendre en main ces outils. Parce que si en effet on se laisse dépasser, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est indispensable pour vous de bien comprendre, de bien connaître, de bien maîtriser ces outils pour les utiliser au mieux, mais pas être remplacé par eux. Et du coup, contrôle de la donnée, ce n'est pas un frein. Alors souvent on l'imagine comme un frein. Je reprends mon Head of AI du début. C'est vrai qu'au début, quand on a mis en place le RGPD, tout le monde a vu le DPO arriver à se dire « Ah là là, c'est un empêcheur de travailler en rond, il va m'embêter, il va m'empêcher de faire ce que je veux tranquillement dans mon coin ». On peut le percevoir comme ça ou on peut le voir comme un allié qui va nous aider au quotidien à mieux travailler. Et typiquement, ces éléments-là, c'est indispensable que votre Head of AI ou votre expert IA, ou vous l'appelez comme vous voulez, dans votre organisation, il vous aide à construire ça. Donc bien évidemment, on doit mieux maîtriser la donnée, c'est la question du stock, de qui a accès. Donc ça, c'est finalement les questions de RGPD, mais qui sont remises à jour parce que justement l'IA nous dit attention, parfois c'est un peu utilisé n'importe comment. L'explicabilité, on se l'est dit, sur quelles données reposent les recommandations qui sont faites par l'IA. Quels critères a été utilisé, quels modèles ont été utilisés. Donc ça, souvent en RH, on n'a pas encore ces réflexes, on n'a pas encore cette logique, donc c'est indispensable d'avoir des gens pour nous aider à bien construire ça et à bien avoir les bons réflexes. Et puis surtout, on doit garder à l'esprit que l'outil ne doit pas prendre les décisions à notre place. C'est forcément nous qui devons valider les choses. Là, l'IACT nous aide à le faire, donc appuyez-vous aussi dans vos organisations sur lui pour le dire. Mais dans l'IACT, vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de criticité et dès qu'on touche de la donnée personnelle, de la donnée collaborateur, on est forcément dans les niveaux les plus hauts. Donc forcément, on va être aussi sur des obligations juridiques de plus en plus fortes. Donc c'est indispensable d'avoir dans vos bureaux de gouvernance des juristes aussi pour s'assurer qu'on est bien compliant par rapport à l'ensemble de ces données. Du coup, si je boucle un petit peu avec mon DRH du début, en fait, quand il a cherché à mettre en place un outil de gestion de mobilité interne, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sa donnée n'était pas forcément bien organisée. Ils avaient plusieurs sites qui n'étaient pas organisés pareil, des entretiens qui n'avaient pas la même tête. Donc forcément, c'était compliqué de demander à l'IA de faire de l'analyse parce que la donnée n'était pas organisée de la bonne manière. Si finalement on arrive à bien organiser les données, qu'on a un seul modèle ou plusieurs modèles mais avec une donnée qui est structurée, organisée, là l'IA peut être vraiment un vrai atout. Donc l'IA, c'est pas de la magie. Non, c'est pas de la magie, même ça donne l'impression parfois d'en être un petit peu. C'est des algorithmes qui permettent de travailler de la donnée et de répondre à des questions que vous allez leur poser. Donc c'est un peu comme un moteur d'analyse de la donnée. Mais en plus en ce moment avec les problèmes de carburant qu'on connaît, le moteur c'est un sujet qui nous parle. Il y en a qui ont envie de mettre n'importe quoi dans leur moteur.
L'IA, c'est pareil, hein. Si vous donnez à votre moteur de la donnée qui n'est pas bien organisée, eh ben, le résultat, il ne sera pas bon. Par contre, si vous lui donnez de la bonne donnée, ben là, c'est un vrai moyen pour vous d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus loin aussi dans l'utilisation de votre donnée. Donc, important d'avoir un très bon carburant. Ok. Rapidement, je vous parle un tout petit peu de Septéo. Donc Septéo HR, on est 200 collaborateurs, on est présent sur tout le territoire en France et en Luxembourg et on utilise on équipe aujourd'hui 1300 clients, ce qui représente à peu près 500 000 utilisateurs. Et notre promesse, c'est quoi notre mission? C'est d'accompagner tout le monde. Alors souvent, quand on parle d'outils informatiques, on parle des RH, bien évidemment, mais en fait, c'est de moins en moins le cas, voire même plus tout le cas. Aujourd'hui, tous les collaborateurs ont accès aux outils et en général, dans une organisation, ils ne comprendraient pas ne pas utiliser un SIRH. J'enseigne dans les universités, comme je vous le disais, et aujourd'hui, faire une demande de congé papier ou pas faire un entretien dans Word, ça n'aurait pas de sens. Donc du coup, on est vraiment un éditeur qui répond et qui permet d'apporter des solutions à l'ensemble des utilisateurs d'une organisation. Donc bien évidemment, les RH, pour leur faire gagner du temps, leur apporter des outils utiles et des outils d'IA utiles et pas de l'IA gadget, comme parfois on la trouve. Donner aussi de plus en plus de rôle aux managers. Tout à l'heure, je vous parlais de donner aux managers la capacité à travailler de façon plus ludique sur la réflexion des compétences dont ils ont besoin dans une organisation. Bah, typiquement, c'est un outil comme Mpleo qui vous permet de le faire beaucoup plus facilement. Et bien sûr, pour les salariés aussi, pour eux, faciliter l'accès à l'ensemble de la donnée qui les concerne de façon beaucoup plus dynamique. On n'est pas forcément toujours d'accord sur le chat qui répond H24, 7 jours sur 7 à toutes les questions. Donc ça peut être intéressant de temps en temps sur certaines questions, mais on incite quand même aussi à travailler un peu plus sur l'humain. Et l'intérêt justement d'un SIRH, c'est de réduire un petit peu les tâches à faible valeur ajoutée pour les RH pour se concentrer un peu plus sur l'humain. Encore une fois, je vous le disais, je suis psy à la base, psychologue du travail. Pour moi, si je fais de la RH, c'est pour m'intéresser aux gens et pas forcément pour faire des convocations ou des démarches administratives. Donc l'idée, c'est vraiment ça, libérer du temps pour les RH pour plus se concentrer sur l'humain. Éventuellement, le QR code qui vous permet d'accéder au baromètre. Vous avez quelques exemplaires papier aussi là. Et du coup, il nous reste un petit quart d'heure si vous avez des questions. Pas de questions? Bon, bah écoutez, alors n'hésitez pas, hein, pour autant, vous avez le stand Mpleo C12. Voilà, le stand C12. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup.